Théo, Munich, 1901. Mon père n'avait pu poser le pied dans le nouveau siècle. Une crise cardiaque l'avait foudroyé la veille de Noël, alors qu'il pratiquait une trépanation devant un amphithéâtre bondé d'étudiants. Ni le chirurgien, ni le patient n'avaient pu être sauvés. La réputation d'infaillibilité du professeur Heinrich Franz Grenzberg avait donc été usurpée. La jouissance, toujours reportée des fruits d'une vie laborieuse et frugale, m'avait ainsi été offerte, et dans le même temps, la liberté de l'orphelin, ma mère ayant renoncé à ce monde de douleur dès ma naissance. Au premier matin de l'an 9 d'un siècle vierge, couché sur une table de billard, j'ai joué mon destin à pile ou face avec mes compères carabins. Pile, je terminais mes études de médecine et perpétuais la dynastie médicale des Grenzberg. Face, eh bien face, je suivrai le vent. Le vent fut sage, j'aurais fait un piètre Hippocrate. La sueur rance des malades me donnait la nausée, la vue du sang contrariait mon penchant pour le bout. Le vrai et le bien avaient depuis longtemps déserté ce monde de redingotes noires. Je ne pouvais cependant me débarrasser de l'atavisme académique si aisément. Mon père avait conditionné la jouissance plénière de mon héritage à l'obtention d'un diplôme universitaire. Père était prudent, mais j'étais malin. L'acte notarié ne stipulait pas dans quelle discipline conquérir mes lauriers. J'envisageais donc de quitter la faculté de médecine de Munich pour l'Académie des Beaux-Arts avec l'ambition de boire et de jouer ma pension. La commission d'entrée ne me concéda aucun talent. Pour être sincère, je n'en avais pas. Je me résolus à suivre un cursus de philosophie et d'histoire de l'art plus adapté à mon dilettantisme. Je cherchais l'émotion artistique. Je n'étais pas capable de la générer, mais j'étais sûre de la reconnaître si je la croisais de nouveau. Un coup de foudre initial que je devais un peu à Berlin et beaucoup au hasard, une addition qui résumerait ma vie tout entière. Mon très sérieux géniteur ne s'intéressait pas à l'art. Comme ses confrères de ses relations, je ne lui connaissais pas d'amis, il choisissait les tableaux du salon en fonction de la couleur des tentures. Père tenait cependant à ce que j'acquière une culture humaniste. Elle consista à me faire ingurgiter Goethe dès le plus jeune âge et à fréquenter assidûment une loge à l'opéra de Munich, une abomination néo-grecque où Père sombrait dans de longues siestes wagnériennes. Nous arpentions au pas de charge les expositions officielles du Glass Palace, parfois un peu moins vite celle de la Sécession, où l'éminent professeur Grenzberg s'accordait un petit frisson devant les fantasmagories symbolistes de Franz von Stuck, tout en conspuant sa licence. Son peintre préféré, Antoine von Werner, était un flagorneur de première qui alimentait le goût du Kaiser pour les croûtes épiques saturées d'uniforme. Un David allemand sans son Napoléon. Mon père appréciait sa technique parfaite et ses sujets édifiants. Je lui concédais du talent dans la restitution des ors, du marbre et des boutons de culotte. L'année de mes 13 ans, lors d'un séjour à Berlin, nous nous retrouvâmes à l'ouverture d'une exposition au Berliner Architekturhaus. Sur le trottoir, des hauts de forme criaient au scandale en quittant les lieux. On entendait des « et on ose appeler ça de l'art ?» un étalage de laideur, et des sordides et des obscènes des plus alléchants. Excité par l'odeur du soufre, je convainquis Père d'entrer dans le bâtiment. Ce jour-là, devant la petite toile d'un obscur peintre norvégien, je sus que je n'étais plus seule. La facture en était grossière, à peine celle d'un enfant et entraînant une boîte de couleurs. Un homme sur un pont, regard rivé au spectateur. Ou plutôt son fantôme, car de l'humain il ne restait qu'un cri, noyant ses traits. Et ses mains plaquées sur ses oreilles pour empêcher sa tête d'imploser. Au loin disparaissaient deux silhouettes sombres, inquiétantes. Eau noire et ciel rougeoyant tournoyés en volutes déformées par la source même du tableau, le cri. Tout l'univers souffrait, tout l'univers criait avec lui. Ce sentiment diffus de solitude et de rage qui m'accompagnait depuis l'enfance et que rien dans mon éducation bourgeoise ne pouvait apaiser, ce tableau me le donnait à voir. Le monde de mon père n'avait aucun sens, sinon celui de la perpétuation. Mais pour d'autres aussi, il n'en avait pas. Et ce monde commun, même s'il n'était qu'angoisse, le tableau en était la fenêtre ouverte. Mon père se contenta de diagnostiquer l'état mental du peintre, hésitant entre schizophrénie et démence syphilitique, ce qui me dissuada de partager avec lui mon intense émotion. L'exposition d'Edouard Munch fit un tel scandale
qu'elle fut close dans les jours qui suivirent.